Bien, bonjour à tous, ravi d'être parmi vous pour partager ce moment. Je suis ravi d'entendre mon voisin, dont j'ai partagé une grande partie de ce qu'il vient de dire sur le vieillissement de la population et ces nouveaux enjeux. Pourquoi une commission d'enquête parlementaire? Parce qu'il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un drame, vous l'avez pu observer, et malheureusement on a eu une accélération de tous ces drames depuis quelques mois. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas un sentiment. C'est ressenti partout, sur tous les territoires. Pour ça, vous avez bien fait de prendre la précaution oratoire de rappeler le titre extrêmement précis, puisque la désertification médicale, ou plutôt le problème de l'accès aux soins, je préfère utiliser d'ailleurs cette formule-là, on le voit aussi bien tout près d'ici, d'ailleurs, dans le 20e arrondissement à Paris, qu'on le voit dans les territoires ruraux. Et en fait, toute la France est touchée. Avec une aggravation très forte depuis maintenant 10 ans, et avec, on peut dire, des politiques publiques qui ont été mises en place dont l'inefficacité, malheureusement, on la voit chaque jour. Et pourtant, lisez le rapport de la Cour des comptes, qui est cinglant, tant il explique qu'on a déversé des tonnes d'argent, et on s'aperçoit qu'à l'heure actuelle, il y a plus de 6 millions de personnes qui n'ont plus accès aux soins. Et en parallèle, vous avez un reste à charge qui augmente toujours en clair. Qu'est-ce qu'il vous reste à payer une fois que vous avez pu bénéficier des remboursements de la Sécu ou des mutuelles? Avec un enjeu que vous venez d'évoquer longuement, c'est que dans ce pays, on a autant de médecins en 2018 que nous en avions il y a 20 ans. Seulement le problème, c'est que le nombre d'heures de médecine disponible, d'ailleurs ce que je dis pour les médecins est vrai pour les autres professionnels de santé, a diminué alors que la population a augmenté, alors que les besoins augmentent, et alors qu'on n'est pas correctement au plateau, ou du moins au bout du du vieillissement. Et avec également un enjeu complémentaire, c'est que les technologies, les thérapeutiques, puisqu'il y a l'innovation médicale, chacun a bien compris qu'on essaie toujours naturellement de déployer l'arsenal thérapeutique le plus important. Donc on est sur un enjeu de société. Un enjeu de société très grave, je le porte depuis longtemps, de par ma déformation professionnelle, ou formation professionnelle. J'avais même déposé déjà 2 propositions de loi, une sous le quinquennat Sarkozy, une sous le quinquennat Hollande, et il y a quelque chose qui est en train de bouger, puisque on a pu créer cette commission d'enquête parlementaire, on a même confié le rapport, pour un député qui n'est pas dans la majorité, c'est quelque chose d'un peu nouveau. C'est vrai que ça traverse tous les bancs. Une commission d'enquête parlementaire, c'est 30 membres, toutes sensibilités politiques confondues. C'est un délai encadré de 6 mois. Elle a été créée au mois de mars. Nous rendrons nos conclusions au maximum le 23 juillet prochain. Ça va aller assez vite. On a en théorie la capacité à les donner jusqu'au 9 septembre, mais on nous sommes mis d'accord avec le président de cette commission pour faire nos propositions d'ici le 20 juillet. J'ai envie de dire que cette commission est ouverte pour toutes les auditions. D'ailleurs, l'adresse a déjà été auditionnée, la Fédération hospitalière privée, tous les conseillers de l'ordre, les syndicats, bref, toutes celles et tous ceux qui veulent être auditionnés pourront l'être, soit par la commission en plénière, soit, j'ai déjà eu l'occasion d'auditionner un certain nombre de personnes, et on a même demandé j'ai envie de dire, des propositions très simples, une page recto, parce que, comme des formations professionnelles d'internat, qui nous permettent de synthétiser les choses. Le premier constat, c'est un enjeu de société, je disais tout à l'heure. Si nous ne réagissons pas, le système de santé français va s'effondrer. Public et privé. Parce que vous avez vu qu'on était sur, je prends l'image d'une piste d'athlétisme, hein, il y a évidemment 2 couloirs où on ne se parle pas, ou si peu. Hein. Qui sait par exemple qu'un médecin de SOS médecin n'a pas accès au dossier médical partagé? Un détail. Vous l'appelez la nuit, vous ne savez même pas ce que vous avez comme thérapeutique, vous ne savez même pas ce que vous avez comme pathologie, mais il doit vous prendre en urgence, en charge. Qui sait que en pédiatrie, ce sont des chiffres maintenant qui sont partagés par tout le monde, 8 enfants sur 10 vont dans un service d'urgence la nuit, ils ne devraient pas y aller. Si on avait en amont, naturellement, la prise en charge qu'on peut attendre. Je ne parle même pas de la surcharge des urgences. Je ne parle même pas des CHU qui sont atteints par les difficultés que vous connaissez. Et je ne parle surtout pas des perspectives démographiques, parce que j'ai un démographe à côté de moi, si j'ai bien compris. L'évolution sociétale, j'ai vu tous les conseils de l'ordre, j'ai vu pratiquement tous les syndicats et les jeunes médecins, je les vois depuis longues années, ils ne veulent plus travailler comme nous avons travaillé. Moi j'ai connu 365 gardes en 5 ans. On est compte, ça peut donner un jour sur 5, 24 heures, on ne récupérait pas, voilà. Maintenant c'est comme ça, la culture a changé, l'évolution est là, et tout le monde en plus a accès à Internet. Mais vous m'avez prescrit ça, mais j'ai vu sur Internet qu'on pouvait donner un autre traitement. Ou alors il faut me renouveler l'ordonnance parce que ma voisine m'a dit qu'avec l'IRM, on pouvait trouver autre chose. Donc il faut évidemment me faire
diagnostics complémentaires. Donc, en méthodologie très simple, nous, notre objectif, c'est d'apporter des réponses à court, à moyen et à long terme. À court terme, parce qu'on ne peut pas attendre, par exemple, je prends un exemple tout simple, on nous dit toujours numerus clausus, réforme des études médicales. Bien sûr, ça fera partie de l'arsenal. Mais pas pour les médecins. On est en surchauffe pour les kinés. On est en surchauffe pour les infirmières à certains endroits. On est dans une complexité telle que toutes les professions médicales ont été réglementées, sauf une. Les médecins qui acceptent rien. Par principe, ils sont omnipraticiens, ceux qui ont quelques racines grecques savent qu'omnos, on fait ce qu'on veut, on prescrit comme on veut, où on veut, quand on veut, sans contrôle. En plus, toutes ces professions, aucune sont certifiées, sauf une, celle des biologistes, de nous sommes accrédités. Vous auditionnerez Michel Ballereau, je crois, dans la journée, c'est celui qui avait mis en place, lorsqu'il travaillait au cabinet de Roselyne Bachelot, l'accréditation. Donc en plus, nous sommes des professions très individualistes, où les gens ne veulent pas rentrer dans un process, ou si peu, il y a les guides des bonnes pratiques, mais c'est compliqué. Avec un monstre, et je vois que vous avez auditionné quelqu'un de très bien, avec qui j'ai beaucoup travaillé, Pierre Simon, sur la télémédecine. La télémédecine a tout nous réglé, sans même qu'il y ait une nomenclature vraiment établie, sans même qu'on sache quel type de pathologie on peut avoir accès, sans même savoir si le diamètre des tuyaux, parce qu'ils lisaient des images d'accident vasculaire cérébral avec 30 mégaoctets, je vous dis bon courage. Donc je ne vais pas dresser un tableau apocalyptique, je vais simplement vous dire qu'il y a une prise de conscience générale. Deuxièmement, on a une inertie folle de la part du ministère de la Santé, où il y a des directions générales qui se sont mis toutes en tension absolue pour éviter que, si vous connaissez bien un film que j'aime beaucoup, c'est Le Guépard, pour que tout change, pour que rien ne change. Et d'ailleurs, un de mes collègues, Thomas Meignet, il a sorti, comme vous le savez peut-être, 19 propositions qui sont intéressantes. Par exemple, le numéro, je vois qu'il y a le Figaro qui est là, le numéro pour les appels qui permettent une bonne régulation, c'est intelligent. Mais à condition que derrière la régulation, les métiers n'ont pas des hôtesses capables de gérer le truc. Il faut des gens, des nouveaux métiers. Vous avez dit tout à l'heure, monsieur, qu'il y aurait des nouveaux métiers qui arrivaient. Moi, je vois arriver des nouveaux métiers, des infirmiers régulateurs, parce qu'on n'aura pas suffisamment de médecins. J'ai oublié de dire quand même, mais vous le savez tous, qu'on va même faire former nos médecins à l'étranger. Et excusez du peu, vous avez 21 000 médecins en France qui sont en situation irrégulière, donc qui n'ont pas le bon diplôme et qui exercent dans les hôpitaux. Et qui sont des mercenaires, et qui à 16 heures vous disent « Allô, monsieur le directeur d'hôpital, si je viens pour 1 800 € pour 24 heures, sinon je ne viens pas. » Exemple, l'hôpital de Bourges, qui s'est passé l'été dernier, où on a été obligé de fermer une ligne d'urgence pendant 3 jours. Je ne vais pas, voilà, je vous ai à peu près tout résumé en 5 minutes. Alors pour autant, des pistes de convergence commencent à arriver. Ces pistes de convergence à court terme, c'est évidemment la délégation de tâches. Alors ça, c'est un mot qu'il ne faut pas prononcer, c'est expliquer que les professionnels de santé peuvent faire des actes. Pourquoi une infirmière qui fait une intraveineuse ou une intramusculaire ne pourrait pas faire un vaccin? Pour pratiquer encore un peu, une intraveineuse peut être très largement plus compliquée à réaliser qu'un vaccin, un IM, où on rentre une aiguille sur 2 mm, un petit détail. Pourquoi un pharmacien ne pourrait pas-il faire? D'ailleurs, vous vous souvenez peut-être que lorsqu'il y a eu, sous Roselyne Bachelot, 90 millions d'euros de doses de vaccins, 90 millions de doses de vaccins, 46 millions sont partis à la poubelle. Ça, on ne vous l'a jamais dit, mais il faut que vous le sachiez. Vous êtes des contribuables et vous devez le savoir. Et sur les 46 millions, combien ont été réellement utilisés? On a été incapable, avec la modélisation française, si jamais il y avait une pandémie, d'y faire pas. Alors, sur le court terme, les délégations de tâches, naturellement. Alors, sous responsabilité, pas sous responsabilité des médecins. 2, il va falloir être parfaitement innovant sur public-privé. Moi, j'y tiens. Je pense que je ferai des propositions, mais je ne peux pas préjuger de ce que nous dirons au final. Je vais essayer de ramener tout le monde, j'ai envie de dire, sur des pistes convergentes, que les gardes se passent à l'hôpital et non plus en ville, de manière à ce qu'on soit capable de faire un délestage des urgences avec une offre de qualité. Des passerelles public-privé. On a un nouveau président du Conseil national de l'Ordre des médecins qui est un garçon extraordinaire et qui doit lutter en interne contre les membres de son structure. Vous avez pu observer dans le journal du dimanche, il y a 3 semaines, il a fait une interview de 2 pages qui était une interview révolutionnaire pour la profession. Et vous avez un patron de la conférence des doyens qui a compris qu'on ne pouvait pas laisser les médecins à l'hôpital pendant la formation et après les envoyer en ligne. Il fallait absolument, dès leur formation d'internat, partir sur la ligne, bref, organiser ses perméabilités, proposer un généraliste d'aller livrer les cours, proposer un généraliste d'aller faire peut-être des gardes à l'hôpital, proposer à des gens des hôpitaux d'aller, bien sûr, travailler dans le privé. Parce que si vous n'avez pas cette perméabilité
Et ce qui se passe, par exemple, dans un secteur comme les écoles de commerce, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des chefs d'entreprise qui vont délivrer une partie des cours. Il faut aussi redonner un intérêt absolument majeur à l'ensemble des professions de santé, mais que je dis pour les infirmières, est vrai pour les médecins, est vrai pour les kinés, est vrai pour les biologistes, bref, toute la chaîne. Donc ça, il faut qu'on propose un arsenal de mesures court terme qui ne feront qu'atténuer les difficultés que nous connaissons. Ensuite, il y a les moyens termes. Il faut agir immédiatement sur l'internat. Sortir les internes des hôpitaux, les mettre dans les maisons de santé pluridisciplinaires, les mettre dans des centres hospitaliers, les mettre dans des cliniques. Imaginez que vous êtes dans un pays dans lequel vous avez des cliniques de 300 lits, 400 lits, qui naturellement ont signé des conventions avec l'ARS et avec les caisses d'assurance maladie pour le remboursement. Ne sont pas habilités à recevoir des internes. Ou si peu, il y a quelques éléments en France qui commencent à se passer, ou du moins commencent à les accueillir. Donc le moyen terme, c'est une refonte complète, et bien compris à la fois des études, à la fois de l'attractivité de ces filières, parce que aussi bien on va vivre jusqu'à 90 ans, 92 ans, 94 ans, mais la règle des 35 heures de la vie que vous connaissez, elle touche le monde médical. Et que malheureusement, vous avez des professionnels de santé qui ne veulent plus travailler plus de 40 heures par semaine, voire 50 heures par semaine. Pourquoi d'ailleurs le feraient-ils? Quand d'autres travaillent 35, et puis ils ont quelquefois dans les entreprises 21 jours de RTT. Moi qui suis à l'Assemblée nationale, je suis mal placé pour vous dire le contraire. Surtout, nous sommes dans une maison dans laquelle les collaborateurs ont 10 semaines de vacances. Ça, c'est un autre travail que je fais sur la ligne du Parlement. Donc, et après nous allons édicter des règles, sachant qu'on ne se les applique pas à soi-même, qui semble-t-il pose un petit problème en termes d'efficacité. La troisième chose que je voulais dire, c'est que l'arrivée du numérique est à la fois une chance exceptionnelle, avec les réserves que je soulevais tout à l'heure, et notamment, moi j'ai une maison de retraite médicalisée, un EHPAD dans ma circonscription, c'est la Janville, petite ville à 100 km au sud de Paris, tout près d'Orléans, où avec la domotique, pour le bien-être des personnes âgées, et avec le numérique, on est arrivé à faire des programmes expérimentaux exceptionnels en termes pour les personnes âgées elles-mêmes, pour leur qualité de vie, pour tout ce dont vous parliez tout à l'heure, leur ressenti, quels sont leurs objectifs de vie, comment ils peuvent avancer, mais également pour le personnel soignant, parce que je sais que vous parlez beaucoup des EHPAD, là je ne parle même pas des souffrances des personnels dans les EHPAD, et toutes ces structures ont envie de bric et broc, d'ailleurs la dépendance. Je vous livre juste un chiffre un peu brutal. Il y avait un rapport très bien qui était sorti en 2010 qui expliquait que si on ne mettait pas 20 milliards d'euros sur la table dans les 10 prochaines années, vous ne pouvez pas avoir une prise en charge de la dépendance dans les conditions satisfaisantes. On n'avait pas pu le faire pour une raison particulière, c'est que ceux qui étaient naturellement à l'époque au pouvoir nous expliquaient que si on donnait ça au secteur privé, évidemment, il y aurait des dérives absolument insupportables et qu'on allait confier aux mains des marchands le domaine, malheureusement, du vieillissement. Mais quelque part, il y a déjà des maisons de retraite comme vous savez privées. Ce qu'il faut simplement, c'est des conventions d'objectifs et de moyens, avec des contrats encadrés. Les privés qui veulent y aller, ils pourront y aller, mais ils seront dans un carcan, et ce carcan, on doit pouvoir, me semble-t-il, bien le ficeler pour qu'il n'y ait pas de dérive, et que cette économie de la santé, parce que derrière tout cela, c'est une économie générale de la santé. Pour terminer, et puis ça me laissera temps de répondre à toutes les questions. Moi, je suis très inquiet sur l'attractivité des professions médicales. À 25 € la consultation, on a monté des artefacts, on arrive à monter à 50. Sachez quand même que ceux qui s'installent à l'heure actuelle, 90% sont hors secteur 2. On a des médecins de qualité plutôt moyenne qui nous prennent 100, 150. Dans une petite ville à 20 km de chez moi, une consultation en ophtalmo, c'est 135 €, sur laquelle vous êtes remboursé 27. Donc il y a un problème aussi, non seulement de qualité, mais un problème justement des médecines, non pas à 2 vitesses, mais une médecine à 4 vitesses, parce que le fossé est en train de s'agrandir entre tout un chacun et puis tous ceux qui ont les moyens de se soigner dans les bonnes conditions. Donc c'est un enjeu de société considérable. Je rappelle aussi à tout accessoire que dans le préambule de la Constitution, l'accès aux soins fait partie des choses quand même qui avaient été écrites, et que derrière tout ça, c'est quand même le premier budget. On oublie tout de dire que c'est un peu plus de 450 milliards quand le budget de la nation est à 380 milliards. Donc on est sur des enjeux financiers, donc une économie au global extraordinairement importante. Je termine par une note peut-être positive, parce que je vois au fil des auditions des représentants divers et variés qui ont envie que les choses bougent. Beaucoup d'inertie au Conseil de l'ordre des médecins, de l'ordre des présidents. Beaucoup. Les délégations de tâches, nous on fera des propositions extrêmement concrètes, parce que on ne peut pas rester sur le stade d'expérimentation, il y a des choses qui sont faciles à faire. Je vais prendre un exemple. L'albumine sucre chez la femme enceinte. Tous les mois, on fait une petite bandelette, on regarde si ou non il y a un prédiabète qui s'installe, ou s'il y a une albuminérie qui arrive.
ça coûte 3,52 €. Je prends cet exemple parce que cet exemple montre à quel point nous sommes corsetés dans ce pays. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que le petit pot de pipi il passe par la pharmacie, ou alors il aille au labo en direct, il va faire un dossier qui va rendre des papiers. Vous ne croyez pas que le pharmacien d'officine, il serait capable, ou l'infirmière serait capable de faire ça? Il faut se poser la question. Toutes les vaccinations. Alors vous allez me dire la primo-vaccination. Mais la primo-vaccination, vous savez qu'il y a des infirmiers puériculteurs qui sont en bac plus 5. Est-ce qu'ils sont dans l'incapacité, me semble-t-il, de faire le premier vaccin du bébé? Je ne pense pas. Donc, mais il faut que là, il y ait le logiciel qui évolue complètement dans la tête des médecins parce que, à côté de ceux qui sont en burn-out, d'autres qui, il faut que vous sachiez qu'il y a 43 000 remplaçants en France, médecins remplaçants en France. 43 000, c'est énorme. Moins d'un médecin sur 10 s'installe maintenant dans le privé. Et l'âge moyen d'installation, c'est 39 années et demie. Je me demande pourquoi ils attendent 10 ans. Parce que c'est vrai qu'enfin, la technostructure et surtout la paperasserie est devenue tellement invalidante que certains évaluent jusqu'à 30-35% de leur temps de travail qui passe sur les tâches administratives. Là, je crois dans le numérique, mais moi, je n'ai pas peur que le data sur la santé soit à la fois protégé mais utilisable. Protégé parce que c'est un bien absolu, même si, vous m'accorderez, on a tous des smartphones. Quel est notre niveau de protection? Zéro. Vous allez dans les supermarchés, vous êtes tracé de A à Z, et on a eu là-dessus une audition qui a été passionnante pour nous, qui permet de savoir que vous avez les profils maintenant de chaque consommateur, où tout ça se vend. Et puis derrière, pour la santé, alors là, c'est la sacro-sainte santé, mais on peut mettre des clés de cryptage. Moi, je le fais dans mon labo, vous venez à 8h du matin, à 11h, vous avez vos résultats sur le net. Et si votre médecin a la clé de cryptage, il a accès à tout. Vous vous rendez compte le temps qu'on peut gagner, l'efficience, parce que le mot efficience, enfin, est un mot qui ne veut pas dire diminution des soins, mais apporter les meilleurs soins sur un vrai parcours. Le parcours en France n'existe pas, il est mauvais, il est très mauvaise facture, avec des redondances. Je n'ai pas peur de dire que dans mon métier, il y a 30% d'actes qui ne servent à rien. Je n'ai pas peur de dire qu'il y a 40% d'antibiotiques en trop dans ce pays, et après il y a des pressions de résistance qui font que d'ailleurs on a des prises en charge qui coûtent très cher. Donc on a une vraie protocolisation et les professionnels enfin doivent accepter que dans un métier, il y a un certain nombre de règles de fonctionnement, et ces règles de fonctionnement, même si dans la santé, bien sûr, on ne peut pas tout contrôler, parce que l'humain c'est l'humain, et la réaction de chaque individu est différente à toutes les parties thérapeutiques naturellement, il y a quand même beaucoup de protocoles qu'on pourrait mettre en place de façon beaucoup plus efficace. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire au démarrage, avant de répondre à vos questions. Merci.